Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter une nouvelle histoire, mais je vous en représente deux que j'ai déjà sorties. Le thème d'aujourd'hui, c'est les sectes, et je sais que vous adorez ça. Comme je viens de vous le dire, c'est des vidéos qui sont déjà sorties sur la chaîne, donc pour les personnes qui souhaitent voir de nouvelles histoires, malheureusement il n'y en aura pas aujourd'hui. Mais vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais posé la question de savoir est-ce que ça vous intéresserait de voir de temps en temps des compilations. Vous avez été plus de 2000 à répondre, et à mon grand étonnement, il y avait pas mal de réponses positives. Alors, je vous avoue, c'est pas un contenu dont je suis très fan, dont je suis très fier, parce que voilà, pour moi c'est un petit peu du recyclage, c'est un peu du fast food entre guillemets, dans le sens où c'est des vidéos réutilisées qui sont très simples à produire. D'ailleurs, pour ceux qui se disaient et qui m'ont mis en commentaire que ça prenait beaucoup de temps et qu'il fallait pas se concentrer là-dessus, ne vous inquiétez pas du tout, faire une compilation c'est 10 minutes de montage, et encore 10 minutes c'est très large, donc non, ça prend pas du tout de temps, ni d'effort, ni de ressources. C'est pour ça que je suis un petit peu moins fan avec ce genre de vidéos. Mais vous savez, sur la chaîne, j'ai envie de faire plaisir au plus de personnes possible. D'ailleurs, j'ai reçu énormément de retours positifs quant aux compilations. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu surpris parce que moi, je regarde jamais de compilation, mais apparemment, beaucoup de personnes m'ont découvert grâce à ça. D'ailleurs, quand on voit qu'il y a presque 30 000 vues sur la vidéo, je me pose un petit peu des questions quant à YouTube. J'ai donc pris la décision de faire une compilation au début de chaque mois. Il n'y aura pas plus, c'est une seule et unique fois par mois au tout début, et ça ne remplacera jamais une vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais quand je la sortirai, ce sera toujours une vidéo supplémentaire et ça ne remplacera jamais une histoire. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que cette semaine qui arrive, donc la semaine du 5 avril si je me trompe pas, je ne serai pas présent, je pourrai pas faire de vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je prépare toutes les vidéos de la semaine, donc ça me prend beaucoup de temps, et là ça m'arrange un petit peu de faire une compilation. Mais sinon, en temps normal, ce sera toujours une vidéo en bonus. La semaine qui arrive, vous aurez le droit à deux histoires, donc mercredi et dimanche, et entre les deux, vendredi, il y aura la FAQ. Je tiens d'ailleurs à vous remercier énormément pour toutes les questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Instagram, et je vais essayer d'y répondre au plus possible. Voilà, je vous ai tout dit, je vous propose de vous laisser avec les deux histoires, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti. Mes amis, aujourd'hui c'est l'histoire de Grégory. Il nous raconte qu'il habite aux États-Unis, qu'il est né là-bas et que du coup il y a vécu toute sa vie. Il ne nous précise pas la ville dans laquelle ça se passe, mais apparemment il y a vécu toute sa vie. Donc il la connaît franchement sur le bout des doigts, il connaît les moindres recoins. Au moment où se passe l'histoire, Grégory a 19 ans, il fait pas d'études particulières, mais il travaille au Subway. Je pense que vous connaissez tous ce qu'est Subway, c'est un restaurant qui fait vos sandwichs sur mesure. C'est giga bon, j'en ai un pas loin de chez moi et je sais qu'avant j'allais tout le temps. Mais bref. Il y travaille là-bas, il fait ses meilleurs sandwichs et il nous raconte que voilà, c'est son taf et qu'il arrive à en vivre. Grégory, il a depuis plusieurs années, vraiment depuis qu'il est jeune, un groupe de potes. Alors, ils se voient pas tous les jours, mais ils se voient très souvent et quand ils ne se voient pas, ils se parlent par Facebook Messenger. En plus de ça, il nous raconte que tous les soirs, ils sont sur Discord en train de jouer à Warzone, c'est un peu comme moi, mais voilà, il nous raconte que vraiment, ils jouent souvent avec ses potes et que du coup, ils ont un lien très fort ensemble. Une des passions, en plus du jeu vidéo qu'ils ont en commun, c'est l'exploration. En gros, ils adorent aller explorer des lieux, que ce soit des lieux hantés, des lieux abandonnés, des lieux qui font tout simplement flipper, mais ils nous racontent qu'ils font ça depuis plusieurs années, et franchement c'est leur kiff. Par contre, ils n'y vont jamais seuls, ils vont toujours tous ensemble pour voilà, avoir des souvenirs, avoir des frissons ensemble, et pouvoir raconter des choses. Ce fameux jour, Grégory va travailler au Subway, il fait ses sandwichs, il sert les clients, et à la fin de la journée, il rentre chez lui. Avant de rentrer chez lui, il rencontre un de ses potes qui habite à côté, et ils discutent pendant une petite heure. Pendant la discussion, ils se disent, voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec les potes, faudrait qu'on se fasse quelque chose prochainement. Alors là, Grégory, il est super heureux, parce que vraiment, il adore voir ses potes, et il se dit, bah, est-ce qu'on irait pas se faire une exploration? Son pote est super chaud, il dit, franchement, vas-y, on se fait ça prochainement, on va en parler à nos potes, et on regarde quand on fixe ça. À la fin de la conversation, les deux rentrent chez eux et évidemment ils se sont donné rendez-vous à 21h30 sur Warzone pour jouer toute la nuit. Grégory rentre chez lui, il se prépare, il se fait à manger, il va se doucher et ensuite il se connecte sur Warzone et se met sur Discord pour pouvoir parler avec ses potes. Là, vu qu'ils sont tous réunis, ils se disent voilà, on va faire une exploration, il faut qu'on fixe une date parce qu'on a trop envie de se voir. Durant la soirée, du coup ils fixent une date, ils se disent on va y aller dans 2 jours, par contre il faut qu'on trouve un endroit. Au bout de quelques parties, ils décident de stopper un petit peu le jeu vidéo et de tous ensemble rechercher un endroit qu'ils pourraient visiter. Eux, ils ont un seul critère quand ils vont visiter un endroit, c'est qu'il soit terrifiant. Ils veulent pas aller visiter quelque chose en plein jour, etc. Ils veulent vraiment un endroit
qui fait flipper en pleine nuit. Perso, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Au bout d'une heure de recherche, un des membres du groupe tombe sur une forêt. Apparemment, cette forêt abriterait une statue, et apparemment cette statue a été mise en place pour rendre hommage aux victimes d'un crash d'avion qui s'est passé il y a des dizaines d'années. En fait, un avion s'est écrasé dans cette forêt, personne n'a survécu, que ce soit les passagers ou les membres d'équipage. D'après des témoignages qu'ils ont trouvés sur internet, cette statue fait quand même pas mal flipper. Les personnes qui l'ont visitée récemment, je vous dis ça, j'ai des frissons, apparemment elles ont entendu des trucs vraiment terrifiants. Elles ont entendu des cris, elles ont entendu des sortes de chants. Il y a une petite route qui passe à côté de cette forêt et apparemment des personnes ont vu des silhouettes avec des sortes d'armes dans les mains. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a là-bas, mais ça fait juste flipper. Du coup, quoi de mieux pour nos amis enquêteurs que cette forêt? À l'unanimité, ils décident de voter pour cette forêt. Donc, dans 2 jours, ils vont aller la visiter. Leur but, c'est de trouver cette statue et de voir ce qui s'y passe. Vous allez voir, ils auraient peut-être dû réfléchir avant. Durant la journée qui suit, ils préparent leurs affaires. Ils se renseignent un petit peu pour savoir où est cette forêt, comment on y accède, où se trouve à peu près la statue, parce que c'est bien beau d'aller dans une forêt, si on ne sait pas exactement où on doit aller, on va juste se perdre, et se perdre au milieu de la forêt en pleine nuit, je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. Donc ils regardent des cartes, ils font vraiment tout le trajet, ils vont acheter un petit peu d'équipement, des bonnes chaussures, des lampes de poche et tout ce qu'il faut pour aller dans la forêt. Le soir, ils font une petite soirée ensemble chez Grégory et ils dorment tous chez lui. Comme ça, le lendemain matin, ils pourront gentiment se préparer et au milieu de l'après-midi, partir en direction de la forêt pour y arriver le soir, parce que cette forêt apparemment se trouve à quelques heures de route, et du coup ils ont prévu d'y arriver vers 19-20 heures. Je vous l'ai pas dit, mais 19-20 heures il fait déjà nuit parce qu'on est en hiver. Il y a tout qui est réuni pour que ce soit terrifiant. Le lendemain, ils se lèvent, ils se préparent, et comme je viens de vous le dire, au milieu de l'après-midi, ils prennent la voiture. Sur le trajet, ils s'arrêtent dans une station essence pour acheter de quoi manger pendant leur exploration et mettre un petit peu de carburant parce que voilà, la voiture elle va pas forcément tenir l'aller-retour. Ça serait dommage de tomber en panne au milieu de la forêt. Il y en a peut-être parmi vous qui regardent cette vidéo en avant-première. Si c'est le cas, il faut combattre le record de 130 likes avant que la vidéo se finisse. N'hésitez pas, je compte sur toi pour mettre ton plus beau like si la vidéo te plaît bien évidemment. Nos amis explorateurs reprennent la route et arrivent aux portes de la forêt. Là, Grégory nous raconte que l'ambiance est déjà flippante. L'entrée de la forêt est juste hyper glauque et quand on regarde en direction de la forêt, on ne voit pas le bout. C'est juste atroce, on voit vraiment plein d'arbres et vous savez, il y a une sorte, pas comme de fumée, mais un peu de brouillard, etc. Enfin, je vous laisse imaginer le truc et il nous raconte que là, il a commencé à avoir des frissons, alors qu'il s'est rien passé de spécial. Mais bref, le groupe d'amis se donne une consigne, c'est de rester ensemble, quoi qu'il arrive. S'ils voient quelque chose, s'ils entendent quelque chose, ils essayent de pas paniquer, même si c'est un petit peu compliqué, mais il faut qu'ils restent soudés et qu'ils partent en même temps. Parce que commencer à se disperser au milieu de la forêt, au milieu de la nuit, avec des gens peut-être mal intentionnés ou des choses un petit peu dangereuses, c'est franchement pas le bon plan. Tout le monde est d'accord et ils commencent à entrer dans la forêt. Au début, ils entendent des petits craquements, comme si c'était un peu des animaux qui couraient parce qu'ils ont eu peur d'eux, mais ils n'entendent pas grand-chose de spécial. Du moins, pas des choses qu'ils ont pu lire dans les témoignages. Au bout d'1h30 de marche, donc ils sont vraiment très avancés dans la forêt, et ils arrivent à cette fameuse statue. Bizarrement, autour de la statue, il n'y a rien qui montre qu'une personne est venue avant. En principe, dans un lieu touristique comme celui-ci, il y a souvent des canettes qui sont jetées, enfin on voit qu'il y a eu le passage d'un humain, mais là bizarrement c'est comme si cette statue était à l'abandon depuis plusieurs années. Donc là tous les membres du groupe se disent ouais c'est parce qu'elle est hantée, c'est parce que personne n'est venu là parce qu'ils ont trop peur, enfin toutes sortes de théories qui font bien flipper, mais voilà, ils se disent personne n'est venu récemment visiter cette statue. C'est un élément qui rassure pas forcément le groupe, mais eux ils kiffent trop ça. C'est vraiment la sensation de se dire on est un peu dans l'interdit, on est un peu dans le flip, on sait pas si on nous observe autour, ça c'est quelque chose qu'ils adorent et en plus ils sont en groupe donc ça amplifie largement le sentiment. Ils s'approchent de la statue et décident de faire une sorte de petit campement temporaire, en gros ils vont s'asseoir pour manger un petit truc. Ils ont acheté des sandwichs dans la station-service et ils vont donc se poser un petit moment pour boire et manger et reprendre l'exploration. Une fois qu'ils ont fini de manger, c'est fou, je sais pas, c'est des malades, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils décident d'éteindre leur lampe de poche. Grégory nous raconte qu'apparemment ça les fait kiffer, ça les fait flipper en même temps, mais pour moi c'est des malades. Je n'aurais jamais fait ça, même avec 10 potes qui sont vraiment balèzes, qui peuvent nous défendre si jamais il se passe quelque chose.
mais c'est des malades. Mais bon, eux ils sont contents, ça les fait flipper, ça les fait kiffer, pourquoi pas. Tout le monde prend sa lampe de poche, ils s'exécutent et l'éteignent. Ils se retrouvent donc dans le noir complet et ils ne peuvent que se fier à leur ouïe. Donc en gros, ils ne peuvent que se fier à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils vont entendre. En fait, Grégory nous raconte qu'ils ne sont pas dans le noir complet, ils sont éclairés uniquement par la lune. Donc ça donne encore une ambiance plus bizarre parce que comme je vous l'ai dit avant, il y a une sorte de brouillard dans la forêt qui lui-même est éclairé par la lune. Ça donne juste une ambiance qui fait trop flipper, mais eux, ils kiffent ça. Ils décident de continuer leur exploration et de s'avancer un petit peu plus dans la forêt. Au bout de quelques centaines de mètres, un des membres du groupe ressent quelque chose de bizarre. Il se dit, je sais pas, j'entends des petits bruits à côté de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous observe, qui est caché derrière un arbre à, je sais pas, 20-30 mètres, mais j'ai franchement cette impression d'être observé. Donc ses potes essayent de le rassurer, ils lui disent, mec, on est en groupe de 6 personnes, il peut pas nous arriver grand chose. Même si quelqu'un nous observe, même si quelqu'un ou plusieurs personnes nous attaquent, on peut se défendre, on est costaud, on sait se battre, il nous arrivera rien. Le pote est un petit peu rassuré, mais pas plus que ça. Il continue quand même l'exploration et il s'avance de plus en plus dans la forêt. Au bout d'un moment, ils arrivent dans une sorte de grotte entre guillemets, et là, ils sont pas très sereins. Dans cette grotte, il fait juste tout noir, du coup, ils ont allumé leur lampe de poche et ils découvrent un feu qui est éteint, mais qui est encore chaud. Alors, si avec ça, c'est pas trop grave, c'est un peu bizarre, mais c'est pas trop grave, sauf qu'ils découvrent des inscriptions contre le mur qui ont l'air d'être écrites avec du sang. Du moins, c'est un liquide rouge. Moi, j'associe ça à du sang. Eux, ils l'ont associé à du sang sur le moment. Et surtout, ils découvrent au sol toutes sortes de poupées, comme si c'était des poupées vaudou, et des espèces de bougies, enfin, tout ce qu'il faut pour faire des rituels. Il y a un mec dans le groupe qui a eu le temps de réfléchir et qui dit « Les gars, si le feu est encore chaud, ça veut probablement dire que les personnes sont pas si loin. Parce que ça veut dire qu'il a été éteint il y a quelques minutes. Faut vraiment que là on fasse gaffe. Ça peut être des campeurs un petit peu chelous, ça peut être des mecs comme nous qui explorent cet endroit, mais ça peut aussi probablement être des gens un petit peu moins bien intentionnés. Du coup, on peut continuer l'exploration, mais il faut juste qu'on soit un petit peu prudent. Faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Ça serait débile qu'un de nous finisse à l'hôpital, ou pire, qu'il meure au milieu de la forêt. Cette découverte, elle met un petit peu un froid au sein du groupe. Alors ils sont tout aussi contents qu'avant de faire cette exploration, mais l'ambiance est plus forcément la même. Avant c'était un petit peu joyeux, festif, on rigole avec les potes. Là c'est un petit peu plus, on se méfie un petit peu, on regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous observe, s'il n'y a pas des mecs avec des armes qui veulent tout à coup nous attaquer. Ils continuent l'exploration pendant plusieurs minutes. Il ne se passe rien, mais au bout d'un moment, le groupe avance et devant eux, à 10-20 mètres, ils voient dans le brouillard, juste éclairé par la lune, des silhouettes qui s'approchent. Je vous raconte ça, j'ai la chair de poule, mais ils voient ces silhouettes devant eux qui s'approchent. Il n'y a pas de doute, c'est des humains, sauf que ces humains, ils portent des capes. Ces capes, elles sont toutes noires, du coup, on ne voit pas le visage, on ne voit pas la tête, mais on voit juste la silhouette avec une capuche qui s'approche en leur direction. Là, le groupe est juste terrorisé, ils décident de tous se retourner et de sprinter dans le chemin inverse. Là, leur seul objectif, c'est de retourner à la voiture, sain et sauf, de la démarrer et de se barrer le plus vite possible. Sauf que, ils sont super avancés dans la forêt, on ne sait pas combien de minutes il faut pour retourner à la voiture, mais c'est un sacré moment. Heureusement pour eux, tout le monde dans le groupe se souvient qu'il faut rester soudé, qu'il faut rester ensemble, peu importe ce qu'il arrive, et pas que tout le monde commence à courir dans son coin à gauche à droite et qu'au final tout le monde soit perdu, que personne se retrouve à la voiture et que tout le monde soit un peu livré à lui-même. Lorsque le groupe commence à courir, Grégory se retourne et regarde si les silhouettes font de même. Heureusement pour eux, les silhouettes ne courent pas, mais elles se sont arrêtées. Et vous savez, en principe, dans les films d'horreur, quand il y a ce genre de choses qui se passent, quand vous courez et que la personne s'arrête, bah, c'est jamais très bon signe en principe. Là, ils arrêtent un peu leur délire d'exploration et tout, le seul objectif c'est de survivre, de rejoindre la voiture et de se tailler. Du coup, ils font vraiment le chemin le plus court possible pour arriver à la voiture. Ils arrivent à reconnaître les endroits par où ils sont passés et au bout de 45 minutes de marche au milieu de la forêt en pleine nuit, ils arrivent à rejoindre la voiture. Là, ils éprouvent tous le même sentiment, c'est de se dire « J'ai survécu, on est sain et sauf, on est à la voiture, on est en sécurité et on va pouvoir rentrer tranquillement. » Grégory ouvre le coffre de la voiture, il lance tout dedans, il s'amuse pas à ranger bien, etc. Il lance tous les sacs, toutes les affaires à l'intérieur. Grégory met la clé dans la voiture, démarre et
roule. La route n'est pas du tout éclairée autre que par la lune. Au bout de quelques minutes, sur la route, Grégory remarque quelque chose qu'il n'avait pas vu à l'arrivée. Surtout que cette chose n'était pas là quand ils sont arrivés. Il y a un énorme tronc d'arbre qui est posé en plein milieu de la route, comme s'il avait été mis là pour empêcher les voitures de passer. Là, tout le monde dans la voiture a le même réflexe. Ils se disent, ce tronc d'arbre, il peut pas être là naturellement, c'est pas possible, les arbres sont trop éloignés, il n'y a pas pu avoir un orage, etc. Sinon on l'aurait entendu. C'est quelqu'un qui l'a mis là. Et au moment où ils disent ça, ils voient sur les côtés de la voiture les mêmes silhouettes qui reviennent vers eux. Ces silhouettes s'approchent très lentement. Je vous le dis ça, j'ai juste des frissons partout, mais ces silhouettes s'approchent gentiment de la voiture et ils sont énormément. Grégory n'arrive pas à les compter, mais il nous raconte qu'il y avait plus d'une vingtaine, voire une trentaine de personnes. Donc c'est juste énorme. Grégory est très vif d'esprit, il a un très bon réflexe. C'est au lieu de se laisser entourer par ces personnes et qu'un drame se passe, il décide de faire une marche arrière très rapide, le plus rapidement possible, de faire un demi-tour un peu à la film d'action et de partir dans le sens inverse. Il nous raconte que les personnes étaient tellement proches de la voiture qu'il se peut qu'il en ait shooté une parce qu'il a entendu une sorte de bruit comme si on shootait quelqu'un. Ça lui pose pas trop de problèmes parce que probablement que ces gens ne sont pas très bien intentionnés, donc il a fait sa marche arrière, il a fait son demi-tour et ils se sont taillés. Dans la voiture, il y a une ambiance juste super glauque. Les mecs n'avaient jamais vécu ça auparavant parce qu'ils étaient un peu en mode exploration, il peut jamais rien nous arriver. Sauf que là, il s'est passé quelque chose de terrifiant cette fois-ci et du coup plus personne ne parle. Il y a juste le bruit de la voiture qui roule et c'est tout. Le problème, c'est que la route par laquelle ils sont venus, ils devaient la reprendre dans le sens inverse pour rentrer parce qu'il n'y a pas d'autre route qui mène chez eux. Du coup, ils doivent faire un énorme demi-tour qui leur prend 1h30 en plus et du coup ça rallonge de ouf le trajet. Grégory nous raconte qu'après 4h30 de voiture, ils sont enfin arrivés à la maison et qu'ils sont sains et saufs. De base, tout le monde devait rentrer chez soi pour dormir, pour se remettre un petit peu de ses émotions, sauf que là, ils ont décidé de redormir tous ensemble chez Grégory pour pouvoir discuter de ce qui s'est passé ce soir-là. Ils se mettent tous dans la chambre de Grégory, ils ont tous un petit matelas, etc. Et ils se mettent en cercle et ils commencent à discuter. Au milieu de la discussion, ils veulent en savoir plus. Qui sont ces gens? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ont des capuches? Sur internet, ils ne trouvent pas plus d'informations qu'ils ont trouvées au début, à part des gens qui ont déjà vu ces personnes-là, mais ils savent pas pourquoi elles sont là. Et du coup, leur seul moyen d'en savoir plus, c'est d'appeler la police. Déjà, ça va leur permettre de signaler les faits pour que la police puisse un peu enquêter sur ça et d'avoir un peu des réponses à leurs questions. Ils appellent la police, parce qu'on peut les appeler à n'importe quelle heure, et ils tombent sur un agent. Là, ils préviennent directement que c'est pas pour signaler un meurtre, etc., pas qu'il y ait des patrouilles qui sont envoyées ou quoi, mais ils leur disent, voilà, on vient de vivre quelque chose de terrifiant dans une forêt, on voudrait un peu en savoir plus. Une discussion s'entame entre l'agent et le groupe de personnes, et justement, Grégory raconte au téléphone tout ce qui s'est passé. Ils sont allés voir dans une forêt, voir la fameuse statue en lien avec le crash d'avion d'il y a plusieurs dizaines d'années, et au bout de quelques minutes, l'agent de police leur raconte en fait l'histoire. C'est effectivement vrai, il y a des personnes qui sont déjà allées à cette statue pour voir un petit peu comment ça se passe, voir un petit peu les lieux, et surtout visiter cette statue, et qu'ils ont rencontré ces mêmes personnes flippantes avec leurs capuches, toutes sortes d'objets bizarres. Il leur dit qu'il y a une enquête qui est en cours depuis plusieurs mois, voire une année, mais qu'ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur ces personnes. Heureusement, personne n'a été blessé jusque-là parce que tout le monde a réussi à s'échapper, mais on ne sait pas ce qui se passerait si une personne n'arrive pas à s'échapper et qu'elle est prise entre les mains de ces personnes. Mais je crois d'ailleurs, vaut mieux ne pas savoir. L'agent leur explique également que la police a averti la ville dans laquelle ils se trouvent pour mettre un communiqué sur le site officiel et dire ne vous rendez pas dans cette forêt parce qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, il faut juste faire super gaffe et éviter d'y aller. Sauf que notre groupe d'amis sont un petit peu maladroits, ils n'ont pas pensé à regarder sur le site de la ville, moi je l'aurais pas fait non plus, du coup ils sont passés à côté de ce communiqué, parce que s'ils l'avaient lu avant d'y aller, je pense qu'ils auraient un petit peu changé d'avis. Et ils auraient peut-être visité, je sais pas, une maison hantée ou quelque chose d'un petit peu plus sûr entre guillemets, et ils ne seraient pas forcément allés dans cette forêt. Mais bon, le policier leur explique que l'enquête est toujours en cours et qu'ils espèrent fortement pouvoir mettre la main sur l'un d'entre eux pour l'interroger et savoir ce qui se passe dans cette forêt. Ça a tout l'air d'être un délire de secte satanique ou je sais pas quoi, des choses super bizarres se passent là au milieu et on n'a pas trop envie de savoir ce qui se passe exactement. L'essentiel, c'est que notre groupe d'explorateurs en herbe
soient sains et saufs et qu'ils soient tous rentrés avec un souvenir qu'ils pourront raconter un jour ou l'autre. Je ne sais pas si c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir, mais qu'ils soient tous sains et saufs. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Jack et de sa famille. Cette histoire s'est passée il y a quelques années dans une petite ville aux États-Unis. Jack et sa famille vivent dans une superbe maison dans les périphéries de la ville. Ses parents travaillent, sa mère est dans l'administration tandis que son père est pilote de ligne. C'est des métiers complètement différents, mais il nous raconte que grâce à son père, il voyage beaucoup. Effectivement, quand on est pilote de ligne, on a souvent des avantages dans la compagnie aérienne là où on travaille, et Jack il dit pas non. Jack, lui, il va à l'université, tandis que ses deux petites sœurs, elles sont encore au niveau d'en dessous. Alors je sais pas le nom exact aux États-Unis, par contre en Suisse je sais qu'on appelle ça le lycée, en France par contre j'en ai aucune idée. Jack nous raconte que l'ambiance à la maison est juste incroyable. Il nous raconte qu'il s'entend à merveille avec ses deux petites sœurs et ses deux parents et qu'ils font énormément d'activités ensemble, que ce soit pendant la semaine après les cours, pendant le week-end ou même pendant les vacances scolaires. Et comme je vous l'ai dit, son père est pilote de ligne et ça fait qu'ils ont tendance à voyager assez régulièrement. Donc franchement, quoi de mieux? Jack commence par nous raconter un petit peu la disposition de sa maison. Il nous explique qu'en gros, il y a 3 étages. Au sous-sol, il y a une très grande salle où il y a une table de ping-pong, un billard, un écran de cinéma, vraiment une salle de rêve. Il y a évidemment une cave. Ensuite, au rez-de-chaussée, il y a la partie cuisine et la partie salon. Et toutes les chambres se trouvent à l'étage. En gros, il y a la chambre de ses deux sœurs, la sienne et celle des parents. Donc la chambre de Jack se trouve au milieu. Il nous dit également que son voisinage est super sympa. D'un côté, il y a un couple de personnes âgées qui est super gentil, et de l'autre, il y a une très jeune famille et eux, ils sont tout autant adorables. Jack, lui, il nous raconte qu'il est passionné par le paranormal. C'est à la fois son hobby, sa passion, vraiment, toute sa vie tourne autour de ça. Il a regardé tous les documentaires possibles et imaginables sur le paranormal. Il a essayé de mener des enquêtes de son côté, sans succès, mais il ne loupe pas une occasion pour penser paranormal, parler paranormal et imaginer paranormal. Par contre, il nous dit que sa famille, elle n'est pas du tout dans ce domaine. Elle est plutôt orientée sport, alors que lui, pas du tout. Mais bon, ça fait de la diversité et franchement, ça fait pas de mal dans une famille. Un beau jour, Jack se réveille, on est alors un vendredi et aujourd'hui, c'est la dernière journée de cours avant le week-end. Et je pense que vous savez tous comme on est le vendredi, on a légèrement envie d'être 17h, 18h pour être en week-end. Et bien là, Jack, c'est juste pareil, à peine levé le matin, il pense déjà au samedi, au dimanche où il pourra faire toutes sortes d'activités en lien avec le paranormal, que ce soit des recherches sur internet, regarder des documentaires, des films, enfin bref, tout ce qui touche de près ou de loin au paranormal. Mais bon, pour ça, il y a quand même 8 à 10 heures de cours dans la journée, alors faut quand même s'accrocher. Une fois levé, Jack descend à la cuisine, prend un petit déjeuner, s'habille et part à l'école. Aux États-Unis, le moyen de transport classique pour aller à l'école, c'est le bus. Jack arrive à l'arrêt, le bus arrive en même temps que lui. Il monte dedans et se rend à l'université. Arrivé là-bas, il nous raconte qu'il rejoint ses amis et c'est cool parce que dans son groupe de potes, il y a également une personne qui aime le paranormal. Donc ça leur permet d'échanger et de un petit peu moins se sentir seul dans ce monde très étrange. À 8h30, les cours commencent. Jack écoute attentivement parce que dans quelques semaines, il y a les examens. À midi, la leçon se termine. Jack va à la cafétéria avec des amis, ils discutent de tout et de rien et à 13h, c'est une nouvelle leçon qui commence. Jack, il est trop content parce que dans 4 heures, il est enfin en week-end. Il attend que ça depuis plusieurs jours, il est fatigué, il a envie de faire autre chose que d'étudier et de suivre des cours et ce moment-là arrive dans quelques heures. À la fin de la journée, à 17h, Jack prend le bus, rentre à la maison et monte dans sa chambre. La journée l'a tellement fatigué qu'il décide de se mettre dans son lit avec de la musique et de se reposer. J'imagine que vous savez exactement comment ça se passe dans ces cas-là. On se dit je vais faire une petite sieste de 30 secondes et on se réveille 4 heures plus tard. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé pour Jack. Il s'est couché, il était 18h et il se réveille, il est 22h. C'est terrible. Je sais pas si vous connaissez la sensation que vous ressentez à ce moment-là, il n'y a rien de pire. On a l'impression d'avoir loupé sa vie, d'avoir loupé le week-end, d'avoir loupé la journée, enfin bref, il n'y a rien qui va. Du coup, Jack se réveille à 22h, sa famille a déjà mangé, sa mère n'a pas voulu le réveiller parce qu'elle voyait qu'il était très fatigué, elle voulait le laisser se reposer, mais par contre, elle lui a gardé une assiette. Jack descend dans la cuisine, réchauffe son plat et commence à manger. Pendant qu'il est en train de manger, il est sur son téléphone en train de regarder toujours des choses en lien avec le paranormal, sur des forums, des chaînes YouTube, etc. Et une fois qu'il a terminé son repas, il remonte dans sa chambre. Vu qu'il a dormi pendant 4 heures en rentrant des cours,
il est en forme pour la nuit. Dans sa maison, tout le monde va se coucher vers minuit et Jack est le seul debout. Il décide d'aller sur l'ordinateur pour jouer à des jeux vidéo avec ses amis, histoire de se sentir un petit peu moins seul et de s'amuser comme un fou, mais au bout d'une demi-heure, il entend un énorme bruit qui provient de la porte d'entrée. Le bruit est tellement soudain et tellement fort que Jack sursaute. Il se dit mais c'était quoi? On n'attend personne, il est minuit, qui viendrait faire un bruit comme ça devant la porte? Et surtout, quelle est son origine? Il nous raconte qu'à ce moment-là, il se lève de sa chaise, descend les escaliers très gentiment et qu'il a en tout cas pas envie d'aller ouvrir la porte. Il se dit c'est peut-être une voiture qui a foncé dans notre maison, il y a des gens très blessés, ça peut être tout et n'importe quoi, du coup, il se dit je vais aller ouvrir la porte. Arrivé vers celle-ci, il la déverrouille très gentiment, baisse la poignée et l'entrouvre. À sa grande surprise, il y a juste personne dehors. Mais en baissant les yeux, il voit que sur le pas de la porte, il y a un objet. Jack se baisse, le ramasse, le rentre dans la maison, ferme la porte et la verrouille. Il décide de remonter dans sa chambre pour être tranquille et regarder cet objet. Il monte les escaliers, se remet à son bureau et déballe l'objet. L'objet est emballé dans un petit sachet plastique. Il enlève la ficelle autour et le déballe. À ce moment-là, Jack commence un petit peu à flipper. L'objet n'est pas très commun, c'est pas un ballon de foot, c'est pas une petite poupée, c'est une sorte de totem. Et lui qui connaît le monde du paranormal, des sectes, etc. comme sa poche, parce qu'il est passionné par ça, il sait que ce genre de totem, c'est rarement utilisé pour de bonnes choses. L'ambiance change un petit peu et la première question qui lui vient en tête, c'est de se dire qui a bien pu poser ce totem derrière ma porte à minuit un vendredi soir? Et là, vu que Jack, c'est un enquêteur en herbe, il sait exactement comment il va trouver la réponse. Lui qui adore regarder des reportages sur des enquêtes, eh bien maintenant, c'est le moment d'en mener une de lui-même. Mais cette fois, contrairement à ce qu'on peut voir à la télé, il est sûr et certain qu'elle n'est pas truquée. Elle est bel et bien réelle, il y a un objet qui s'apparente à totem ou quelque chose dans le genre qui a été posé devant sa porte à minuit. Il n'attendait pas d'objet, il n'attendait personne à la maison, donc il n'a pas trop d'idées. Jack, il a de la chance, je sais pas si on peut appeler ça de la chance ou non, il a une fenêtre dans sa chambre qui donne directement sur la rue. En plus de donner sur la rue, en dessous de sa fenêtre, il y a la porte d'entrée, là où a été déposé le totem. Jack, il se dit c'est quand même bizarre parce que d'habitude quand une personne vient dans la propriété et qu'il dépose quelque chose devant la porte, comme un facteur ou quelqu'un comme ça, en principe, je le vois et je l'entends. Ça se passe juste sous ma fenêtre et là, j'ai rien entendu. Donc, il écarte directement la piste d'une personne qui est arrivée en voiture parce que sinon, il aurait vu la lumière des phares et il aurait surtout entendu. La fenêtre à ce moment-là est entrouverte, alors ça veut dire que la personne a été super discrète. En plus de ça, il se dit mais ça a fait un bruit à réveiller tout un cimetière. Comment est-ce que c'est possible qu'une personne fasse un énorme bruit pareil? Malheureusement, il n'a pas la réponse. Il décide de rester connecté avec ses amis sur son jeu en ligne, histoire de se sentir un petit peu moins seul, d'avoir un petit peu moins peur, mais pourtant, il va à la fenêtre et observe. Il a mis sa petite chaise de bureau, il est assis comme ça devant la fenêtre à scruter l'horizon. Mais malheureusement, au bout d'une heure, il ne voit toujours rien. À ce moment-là, Jack est plus ou moins fatigué, il a eu une super longue semaine à l'université et il décide d'aller se coucher. Il nous dit quand même qu'il va se coucher en étant pas très serein parce qu'il n'a toujours pas trouvé de réponse à qui a apposé ce totem, comment est-ce qu'ils ont fait le bruit et surtout est-ce qu'ils étaient plusieurs ou on ne sait quoi. Mais bon, la fatigue prend le dessus, il se met dans son lit et s'endort. Il passe une super nuit, le lendemain matin, il se réveille et son premier réflexe, mais ça je pense c'est parce qu'il est trop plongé dans le monde du paranormal, il vérifie que le totem soit toujours à sa place. Parce que lui, il sait exactement comment ça se passe dans les films, dans les séries et dans les reportages. Quand il y a un totem comme ça, c'est soit pour faire de l'exorcisme, soit pour des rituels sataniques, soit pour du paranormal ou je ne sais quoi. Généralement, lorsqu'il y a un tel objet dans une maison, des choses très étranges se passent. Donc son premier réflexe, c'est de vérifier s'il est toujours en place et si les choses dans la maison aussi. Lorsqu'il arrive en bas dans le salon, pour son plus grand bonheur, il voit toute sa famille réunie. Ils sont en train de regarder la télé, tout le monde va bien, il n'y a pas des gens qui se sont transformés pendant la nuit ou quoi. C'est plutôt cool. Jack, il décide quand même de parler de sa découverte à ses parents. Il leur dit voilà, je sais pas si vous avez entendu cette nuit, il y a eu un bruit d'enfer derrière la porte et lorsque j'ai ouvert, j'ai trouvé ce petit objet devant. Moi qui regarde des reportages sur le paranormal, sur les sectes, etc., j'ai quand même l'impression que ça a l'air d'être lié. Ses parents le prennent un petit peu à la rigolade, ils disent c'est sûrement des enfants du quartier qui sont venus faire une blague, regarde la tête du totem, on va pas prendre ça au sérieux, c'est sûrement une farce. Jack, il dit ok, mais lui dans sa tête, il est persuadé, c'est pas une farce et c'est quelque chose de réel.
La journée se passe à merveille et arrivé à la fin de celle-ci, Jack se connecte à son ordinateur et joue à des jeux vidéo en ligne avec ses amis. Au bout de quelques heures, sa maman l'appelle pour aller manger, la famille mange ensemble et chacun retourne dans sa chambre. De nouveau, le reste de la famille s'endort relativement tôt alors que Jack, lui, est encore réveillé. À 2 h du matin, Jack est encore en train de jouer avec ses amis lorsque tout à coup, il entend du bruit dans la rue. Il décide de se lever, d'aller voir à sa fenêtre. Et là, il est choqué. Dans la rue, il y a des gens qui ont une sorte de cape avec une capuche. Ils sont habillés tout en noir. Et le plus flippant, c'est qu'ils sont en ligne face à sa maison. À ce moment-là, il est tellement paniqué qu'il n'arrive pas à les compter, mais il nous raconte qu'ils sont à peu près 10. Et là, le premier réflexe de Jack, c'est d'aller réveiller son père pour lui dire « Viens voir ce qu'il y a dans la rue ». Son père a la tête dans les nuages, il se lève et s'approche gentiment avec Jack de la fenêtre. Là, il écarte les rideaux, met un œil contre la fenêtre et est terrorisé. Effectivement, Jack n'était pas en train de rêver, il y a bel et bien des gens super chelous dans la rue et il faut qu'ils agissent. Jack lui explique très brièvement ce qui est en train de se passer. Il lui dit écoute, le totem qu'on a trouvé devant la porte, ça présage rien de bon en principe. Quand je regarde des reportages, ça finit toujours super mal. On aurait pu penser que c'était une farce jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de souci, c'est peut-être des enfants qui ont posé ça. Sauf que là, il y a une armée de malades qui est dans la rue avec des capuches, en train de fixer notre maison, il est 2 h du mat. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent un petit peu mauvais. En pleine discussion, les deux sursautent et lorsqu'ils s'approchent de la fenêtre, ils voient un des membres du groupe qui est dans la rue avoir une arme à feu en l'air et tirer. Là, ils ont la très nette confirmation qu'il ne s'agit pas d'une blague, qu'il s'agit bel et bien d'un groupe de personnes probablement très mal intentionnées. On n'en a aucune idée de ce qu'ils veulent, mais par contre, il faut vite agir parce qu'on a l'impression qu'ils vont attaquer la maison. C'est comme s'ils en voulaient à la famille, mais on ne sait pas pourquoi. Le coup de feu qui a été tiré en l'air par l'un des membres du groupe a immédiatement réveillé et remis sur pied le papa de Jack. Celui-ci est maintenant bel et bien conscient, il prend son téléphone portable et appelle la police. Là, bien que ce soit le père de famille, il est super paniqué, il explique aux policiers ce qui est en train de se passer. Il leur dit, mon fils a trouvé un totem, je ne connais pas du tout ce monde, mais il me dit que généralement ça sent mauvais. Ce qui est encore plus flippant, c'est qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a une dizaine de personnes devant chez nous avec des capes, une arme à feu qui sont en train de tirer en l'air. Est-ce que vous pourriez envoyer une patrouille assez rapidement? Le policier dit bien évidemment j'envoie quelqu'un maintenant. Il n'a pas envoyé une voiture, il a envoyé vraiment la grosse unité d'élite pour intervenir parce qu'il y a une arme à feu. C'est probablement très dangereux. Pendant ce temps, Jack décide de descendre au salon pour avoir un autre angle de vue depuis une autre fenêtre. Lorsqu'il colle l'œil contre la fenêtre, il entend une énorme déflagration. C'est la personne qui a tiré dans leur porte d'entrée. Lorsqu'il a entendu ce coup de feu, Jack s'est immédiatement retiré et est remonté en courant à l'étage. Je pense qu'on aurait tous fait de même. Je vais pas vous le cacher, toute la famille à ce moment-là est réveillée, c'est la panique générale. Les deux petites sœurs de Jack sont juste terrorisées. La mère, elle comprend à moitié ce qui se passe parce qu'elle est encore à moitié en train de dormir. Mais ils espèrent toutes et tous une seule chose, c'est que la police arrive le plus rapidement possible. Heureusement pour eux, 5 minutes après, la police arrive et c'est pas une voiture qui arrive, c'est des fourgons blindés, des voitures, enfin c'est une unité d'élite. Là, des coups de feu s'échangent entre les policiers et les personnes qui sont dans la rue. Et au bout de 30-45 secondes, tout s'arrête. Un des policiers vient toquer super fort à la porte. Il nous raconte qu'il a presque défoncé la porte tellement qu'il y allait fort. Et leur dit, on les a attrapés, vous êtes en sécurité. Et là, plusieurs policiers pénètrent dans la maison. Jack nous raconte qu'ils n'ont pas eu trop le choix. Les policiers sont entrés d'eux-mêmes et au moins ils se sentaient en sécurité. Le commandant dit au père de Jack, écoutez, je vais être franc avec vous, on n'a aucune idée de qui sont ces hommes, ce qu'ils voulaient, pourquoi ils vous ont visé vous. On n'en sait juste absolument rien. Une enquête va être menée, vous donnera des nouvelles, mais en tout cas, soyez certains, vous êtes en sécurité car ils ont été arrêtés. Au bout d'une heure, l'unité d'élite repart et Jack et sa famille vont se recoucher. Vous imaginez bien, personne n'a réussi à se rendormir jusqu'au lendemain matin. La nuit a été beaucoup trop traumatisante et beaucoup trop agitée pour se rendormir. À partir du lendemain, les parents de Jack ont immédiatement cherché à quitter cette maison. C'est malheureusement là que se termine l'histoire. Là, il y a une question qu'on se pose tous. Pourquoi Jack n'a pas raconté la fin de l'histoire? Au moment où Jack nous raconte l'histoire, c'est le lendemain des faits. Il nous dit qu'il nous tiendra au courant de l'évolution de l'histoire, mais malheureusement, on n'a plus jamais eu de nouvelles de Jack. Là, il y a une infinité de fins possibles. Alors, est-ce que les personnes qui ont été arrêtées faisaient partie d'une secte et que du coup, il y avait d'autres membres qui sont allés
réattaqué la maison et cette fois ont kidnappé la famille. Est-ce qu'il a eu la flemme ou il a juste oublié? On n'en sait absolument rien. Là, c'est un peu à chacun d'entre nous de se faire une idée et d'imaginer une potentielle fin. D'un côté, je trouve ça assez intéressant parce qu'on aura tous une fin différente et ça fait travailler notre créativité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces deux histoires qui sont déjà apparues sur la chaîne vous ont plu. Pour toutes les personnes qui me découvrent grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous promets, le contenu va vous plaire. Du moins, je vais tout faire pour qu'il vous plaise. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle histoire, cette fois-ci inédite. J'aimerais en attendant que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.